Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur de faire en vidéo parce que j'ai trouvé trop peu de contenu sur le sujet, ou en tout cas trop peu de contenu qui était bien expliqué à mon goût. Donc aujourd'hui le thème c'est le diabète gestationnel. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment est-ce que j'ai été prise en charge puisque ça m'a concernée directement, quels sont les risques pour maman, quels sont les risques pour bébé et comment ça se passe après la grossesse. Alors tout d'abord, le diabète gestationnel, concrètement, c'est quoi? C'est un trouble de la tolérance au sucre, donc il y a une augmentation de la glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang qui est plus ou moins importante selon les personnes et selon les stades de la grossesse. Il est diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse, donc c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un diabète de type 1, 2, peu importe, avant la grossesse. C'est vraiment un diabète qui arrive seulement pendant la grossesse. En gros, pendant la première moitié de la grossesse, les premiers 6 mois, on a le taux de sécrétion d'insuline et la sensibilité à cette hormone qui augmente et ça crée souvent des baisses de glycémie, on appelle ça les hypoglycémies, et ça se passe surtout la nuit ou au réveil. C'est pour ça que souvent au début de grossesse on se sent pas trop bien au réveil, c'est complètement indépendant des nausées, mais parfois on peut avoir des vertiges, ce genre de choses. Ça peut être synonyme d'hypoglycémie, donc en gros il n'y a pas assez de sucre dans le sang et on se sent un peu faiblard, on va dire. Ça c'est la première moitié de la grossesse. À la deuxième moitié de la grossesse, il y a la tolérance au glucose qui diminue et une augmentation des hormones qui sont créées principalement, voire uniquement, ça je suis pas sûre, mais en tout cas ces hormones sont créées par le placenta et ça conduit à parfois une résistance de l'organisme à l'action de l'insuline. L'insuline c'est là pour réguler le taux de sucre dans le sang, et donc si vos hormones elles commencent à créer des trucs qui vont résister à l'insuline, c'est pas très bien. Pour compenser, le pancréas il va encore en sécréter davantage d'insuline pour compenser ce qui n'arrive pas à être assimilé par le corps. Le problème c'est que certaines femmes elles ont un pancréas qui est déficient de ce côté là. C'est en aucun cas la faute de la femme en question, c'est juste que ça arrive pendant la grossesse, il y a plein de chamboulements hormonaux et ça peut en faire partie. Et le pancréas, s'il est déficient, il n'arrive pas à sécréter assez d'insuline pour maintenir une glycémie qui est normale. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir, avant on avait des hypoglycémies, cette fois des hyperglycémies, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang et donc un diabète de grossesse. Au début, la glycémie elle augmente surtout après les repas et puis petit à petit ça peut s'aggraver entre guillemets et la glycémie peut augmenter même quand on est à jeun. Donc pendant la nuit, au réveil, on peut déjà avoir des problèmes de glycémie alors qu'on n'a encore rien mangé du tout. Quels sont les risques pour bébé ? Les risques pour bébé, il y en a deux principalement. Je vous parle vraiment des grandes lignes. Je suis pas médecin encore une fois, mais c'est tout ce qu'on m'a expliqué à l'hôpital et pendant toute ma prise en charge. Donc le premier risque, c'est un impact significatif sur le poids de bébé. On appelle ça, à partir de 4 kg environ, la macrosomie fœtale. Ça veut dire un bébé qui est particulièrement gros. Pour la population française, c'est à partir de 4 kg. Quand il est né à terme, j'entends. Le risque avec la macrosomie fœtale, le fait que le bébé soit trop gros, c'est une augmentation du risque d'utiliser des instruments d'extraction instrumentale. Ça veut dire de devoir aider le bébé à sortir à l'aide d'une ventouse, à l'aide de forceps, à l'aide de spatules par exemple. Mais il y a aussi un risque accru de césarienne qui est parfois incontournable si le bébé est vraiment trop gros pour passer dans le bassin tout simplement. Le deuxième risque pour bébé c'est l'hypoglycémie, donc la glycémie qui est trop basse chez le bébé à la naissance. À ce moment-là, comme quand il est dans le ventre de maman qui présente un diabète gestationnel, il est soumis à des grandes doses de sucre et c'est une dose de sucre qu'une fois sortie, il n'aura plus. Donc il a un problème d'hypoglycémie et il est encore trop petit pour pouvoir gérer son insuline tout seul. Donc dans les premiers jours du nouveau-né, il va y avoir des petits prélèvements par gouttes de sang sur des bandelettes, un peu comme nous adultes quand on fait nos prises de glycémie, je vous montrerai plus tard dans la vidéo,
qui sont réalisés pour doser sa glycémie. Et ces dosages, ils permettent de s'assurer qu'il n'y ait pas de baisse anormale, de problèmes outre mesure. Et ça peut être tout à fait bien pris en charge et tout à fait soigné pour bébé à ce moment-là, mais c'est quand même mieux qu'il passe pas par cette case-là. Dans tous les cas, s'ils se rendent compte qu'il y a un problème d'hypoglycémie chez bébé, il y aura une surveillance précoce et rapprochée du bébé pendant ses premiers jours de vie. Ensuite, les risques pour maman. Alors là, il y en a plusieurs et elles sont pas classées du pire au moins pire ou inversement. Je les ai un peu mis au hasard selon ce qu'on m'a expliqué. Le premier risque, c'est une hypertension artérielle gravidique. Ça, il fallait que je le note, je pouvais pas le dire de mémoire. Et du coup, en gros, tu as des problèmes de tension, ta tension elle est beaucoup trop haute et ça augmente le risque des prééclampsies. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est une prééclampsie parce qu'il y a quand même de plus en plus d'informations sur le sujet sur internet. Et ce risque il est encore plus accru si la femme qui est atteinte de diabète gestationnel est déjà en surcharge pondérale, donc en obésité ou même en obésité morbide. Il y a aussi un risque de décollement du placenta, d'accouchement prématuré ou de retard de croissance du fœtus. Bref, ça peut impacter plusieurs choses au cours de la grossesse. Encore une fois, il y a un plus grand risque de césarienne, ça je l'ai dit pour bébé mais ça concerne aussi maman. Surtout si la femme est déjà en surpoids, encore une fois, ça peut augmenter davantage le risque. Il y a aussi un risque de récidive pour une prochaine grossesse et bien sûr il y a un risque aussi que le diabète se poursuive après la grossesse s'il n'est pas correctement pris en charge. Voilà, il existe probablement d'autres risques, d'autres dangers, mais j'ai pas non plus envie de faire de cette vidéo un truc hyper dramatique, hyper effrayant. Juste voilà les grandes lignes, ce sont des choses qui peuvent arriver. À savoir aussi que le diabète gestationnel c'est pas nécessairement de notre faute, c'est pas parce que vous mangez n'importe quoi, vous pouvez avoir une alimentation tout à fait saine et équilibrée et avoir tout de même des problèmes d'insuline. C'est le pancréas qui a plein d'hormones qui sont en train de bouger et tout et qui peine à produire son insuline ou au contraire qui doit en produire d'autant plus parce que le corps n'y réagit pas forcément. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre corps et qui peut tout à fait être indépendant de notre volonté et indépendant de tous les efforts qu'on peut faire pour avoir une bonne hygiène de vie, qu'elle soit alimentaire ou physique. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on a le diabète gestationnel ? Il y a un test qui est fait à peu près à 6 mois de grossesse qui doit se faire en labo. Alors je vous explique comment ça s'est passé pour moi. Donc c'était au 6e mois de grossesse, il faut se rendre au labo le matin à jeun de 12 heures. On va vous donner un flacon. Ce flacon est rempli d'un liquide qui est équivalent à peu près à 75 g de sucre. Vous devez le boire le plus rapidement possible. C'est absolument dégueu, vraiment pas bon du tout. D'ailleurs il en existe qui sont faits avec des goûts citron, orange et tout, mais c'est vraiment encore pire que le nature, en tout cas de ce que j'ai entendu. Avant que vous buviez ce liquide, on vous fait une première prise de sang à jeun. Ensuite on vous fait boire ce liquide et on vous laisse poireauter pendant 1 heure. Vous n'avez pas le droit de boire, pas le droit de manger, pas le droit de sortir du laboratoire, pas le droit de vomir ni de faire un malaise. Si vous faites une de ces choses, on repart à zéro, on recommence demain. Donc au bout d'1 heure, on vous refait une prise de sang et on vous relaisse patienter 1 heure de plus et on vous fait une 3e prise de sang 2 heures après avoir bu ce liquide. Donc en gros, prise de sang, boire le liquide, attendre 1 heure, 2e prise de sang, réattendre 1 heure, 3e prise de sang. Voilà, donc en tout vous êtes piqué 3 fois ce matin-là et vous restez pendant 2 heures à jeun, en plus de vos 12 heures à jeun déjà d'avant. Une fois que ce test en labo il est fait, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous et vous avez les résultats dans la journée ou quelques jours après de vos 3 glycémies. Si une des 3 données n'est pas dans la norme, vous êtes considéré comme ayant du diabète gestationnel. Après ça c'est le médecin qui va interpréter et qui va vous dire à quelle hauteur vous pouvez avoir ce diabète et à quel point est-ce que vous devez être pris en charge. La première prise en charge que j'ai eue, c'est par la sage-femme qui faisait mon suivi. Ensuite j'ai eu une prise en charge hospitalière, mais on va en parler juste après. La sage-femme, dès qu'elle a vu ça, elle m'a tout de suite fait une ordonnance pour une petite machine pour prendre la glycémie, avec les bandelettes, les aiguilles et tout ce qu'il faut. Et elle m'a donné une feuille où je devais noter à chaque fois mes glycémies, 6 fois par jour, avant un repas et 2 heures après le repas. Donc petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Il peut y avoir des collations entre, mais pas forcément obligé de les noter, en tout cas moi c'était pas mon cas. Donc le matin, je me lève, je me pique, je prépare mon petit déjeuner, je le mange. 2 heures après, je me repique et c'est ma glycémie de après repas. Ensuite, je laisse passer un peu de temps jusqu'à ce que je sois prête à manger mon repas de midi. Je me pique avant de manger, je mange, j'attends 2 heures et je me repique. Ça oblige à attendre 2 heures après le repas avant de remanger quelque chose. Donc forcément, niveau grignotage, c'est un peu plus complexe. Petite démonstration, pour la glycémie, ça ressemble à ça. Alors, il peut y avoir différentes machines, la mienne c'est celle-là. Donc, elle s'allume. Et on va prendre la mesure. Donc vous avez inséré une petite bandelette. Les bandelettes, elles sont ici. Voilà. Donc forcément, on s'est lavé les mains avec de l'eau et du savon juste avant pour pas que ça fausse le résultat. On insère la petite bandelette. Et ensuite, il y a écrit dessus « Appliquer une goutte ». Donc on prend le stylo. C'est toujours un de ces 2 doigts de préférence qu'il faut prendre. Et le matin, comme je viens de me réveiller, le sang il circule moyen. Donc en général, j'appuie un petit peu comme ça pour que le sang remonte au bout du doigt. Je pince, l'aiguille elle va sortir de là. Et donc après, juste on appuie derrière là. Le petit clac, ça veut dire que c'est bon. On pince pour faire sortir la goutte et après... il n'y a plus qu'à mettre la goutte sur la bandelette. On a notre mesure. Moi, je suis suivie avec MyDiaby. Du coup, ça va se transférer directement sur l'application. On retire la bandelette. On peut la jeter. Et là, je voulais en profiter de vous tourner maintenant pour vous montrer ceci. En fait, sur votre stylo, là, vous avez... ça dépend de lesquels. Moi, j'ai un comme ça, c'est pour ça que je vous montre celui-là. Vous avez des chiffres et là, normalement, l'aiguille, comme elle a été utilisée, elle ne peut plus être utilisée. Il faut la changer. En temps normal, juste on appuie là et ça change l'aiguille. Sauf que vous voyez, il me restait qu'une seule aiguille. Dans ce cas-là, on sort le bouchon. Ça, à l'intérieur, il y a les 6 aiguilles. Elles ont toutes été utilisées. Donc on en prend un nouveau. Vous voyez la différence quand elles ont été utilisées ou pas. En fait ça sort au fur et à mesure. Donc on prend le nouveau. Il n'y a aucun risque pour les doigts, il n'y a aucune aiguille à l'extérieur. On prend le nouveau, on l'insère. On remet le capuchon. Et donc vous voyez ici qu'on est à 6. Donc quand je me ferai nouveau une piqûre, je pincerai là et on fera, je vais pas le faire jusqu'au bout pour pas gâcher une aiguille, mais on sera à 5 aiguilles. Et comme il faut se piquer 6 fois par jour, ben normalement vous avez un stylo par jour. Ici il y a d'autres nombres, de 1 jusqu'à 5,5, non de 0,5 jusqu'à 5,5. Et en fait c'est à quel point l'aiguille elle va s'enfoncer profondément dans votre doigt ou pas. Donc ça dépend de l'épaisseur de votre peau. Moi j'ai la peau très fine, donc 1,5 ça suffit largement. À l'hôpital ils nous avaient conseillé 2, mais quand j'avais fait 2 j'avais trop mal au bout des doigts. Donc c'est à vous d'adapter à chaque fois. Et ça peut aller jusqu'à 5,5. Je ne connais personne qui va à 5,5. On m'a conseillé principalement la main qui n'écrit pas, donc moi je suis droitière. Donc gauche, jamais la pince, pas le petit doigt non plus, parce que la pince on en a besoin tout le temps, le petit doigt c'est fragile. Donc ces 2 doigts de préférence et plutôt la main gauche que la main droite. Après vous avez tout à l'intérieur. Moi je glisse aussi un petit mouchoir comme ça quand je suis en déplacement. Je peux enlever ma goutte de sang en fait sans galérer. Parce que des fois on n'a pas d'eau sous la main. Vous avez tout qui tient là-dedans. Plus qu'à refermer et c'est terminé. Aussi, les aiguilles ne se jettent pas n'importe où. Ça se jette dans des petits pots comme ça là. Ah, c'est un Dastri, voilà. C'est écrit dessus. C'est une poubelle spécialisée pour toutes les choses qui peuvent être contaminées pour du sang. Parce que ça ne se jette pas dans la poubelle. Imaginez s'il y a une aiguille qui sort ou quoi que ce soit et que quelqu'un se pique avec votre sang, ça peut être dangereux. Donc c'est toujours à mettre dans ce genre de boîte. C'est écrit dessus, hein. Et c'est une boîte qui est gratuite, que vous avez juste à demander à votre pharmacie et vous la ramenez à la pharmacie une fois qu'elle est pleine. Donc vous avez la limite ici, vous la fermez définitivement et vous leur ramenez et eux ils détruisent ça dans des endroits sécuritaires. Il y a une question qu'on m'a posée souvent quand on m'a vu me piquer, quand mon entourage me voyait me piquer, puisque forcément on vous voit faire, parce qu'au bout d'un moment, si c'est avant, après chaque repas,
vous pouvez pas vous couper de toute vie sociale pour qu'on voit pas que vous êtes en train de vous piquer. Donc moi ça a été le cas, on m'a vu faire et on m'a demandé mais ça va, ça fait pas mal. Alors au début, comme la peau est toute neuve, toute fragile on va dire, ça faisait un petit peu mal. Mais ça fait pas mal au moment de la piqûre. C'est le fait de faire plusieurs piqûres sur le même doigt pendant plusieurs jours. Bah, le bout des doigts était un peu anesthésié les 2 premiers jours, mais ça passe très très vite. La piqûre en elle-même ne fait pas mal du tout, c'est à peine si on la sent. Des fois j'ai l'impression que je me suis même pas piquée, je vois une goutte mais j'ai rien senti. Il faut juste savoir bien le régler selon l'épaisseur de votre peau, ça va s'enfoncer plus ou moins fort. Et forcément si vous le mettez au max de sa puissance, ça va vous transpercer le doigt, j'exagère bien sûr. Mais là oui, ça va faire mal. Par contre si vous faites juste assez pour sortir une goutte en appuyant un petit peu, mais pas pour aller au fin fond de votre pulpe, normalement ça ira. Il y a aussi des petits conseils pour que ça fasse moins mal. On vous préconise de piquer plutôt sur les côtés du doigt plutôt qu'en plein milieu sur la pulpe où ça fait bien mal parce que c'est bien fragile. Et encore une fois je le redis, on ne pique pas la pince, on évite de piquer le petit doigt. On préfère ces 2 doigts là, le majeur et l'annulaire, pour faire les piqûres. Et moi je le faisais toujours que à la main gauche, pas à la main droite, même si c'est possible, mais je suis droitière, je trouve que c'est plus pratique de le faire qu'à la main gauche. Et forcément du coup ça a un petit peu fragilisé ces 2 doigts là, mais voilà, c'est juste l'histoire de quelques mois. Après je serai tranquille avec tout ça, ça va revenir dans l'ordre et il n'y a pas de souci. La seule chose qui est importante, les 2 seules choses qui sont super importantes, c'est numéro 1 de bien régler la force de à quel point ça va s'enfoncer, et numéro 2 de ne pas oublier de changer l'aiguille. Ne vous piquez jamais 2 fois avec la même aiguille. D'abord pour des raisons d'hygiène évidentes, d'infection ou autre, mais aussi parce que au bout d'un moment votre aiguille elle va être un petit peu émoussée on va dire au bout, et là par contre oui ça fait mal. Moi pendant 2 jours je ne savais pas qu'il fallait faire le clic-clic pour changer l'aiguille et je me suis piqué 2 jours, donc 10-12 piqûres avec la même aiguille. La 12e piqûre elle est douloureuse, hein. Vraiment je vous assure, c'est pas cool du tout. Et en plus de ça, forcément j'avais des petits endroits où ça s'infectait un peu. Finalement j'ai compris le truc, j'ai compris qu'il faut changer d'aiguille à chaque fois, mais vraiment c'est super important. Ne vous dites pas oui je vais économiser des aiguilles, je vais utiliser 2 fois la même. Absolument pas, vraiment pas. Et les aiguilles c'est dans le dastri, pas dans la poubelle, c'est trop dangereux. Imaginez votre poubelle elle se trouve, il y a quelqu'un qui ramasse la poubelle, les éboueurs ou autres, et il se pique le doigt. Ça peut être super dangereux, vraiment je rigole pas, avec le sang on plaisante pas, c'est vraiment pas une bonne idée. Cette prise en charge de la sage-femme, elle s'est accompagnée d'un mail qu'elle a rédigé à l'attention de l'hôpital qui devait me prendre en charge, au service de diabétologie. Ensuite j'ai eu un rendez-vous là-bas. Et ça faut que je vous raconte parce que qu'est-ce que c'était folklorique. La prise en charge à l'hôpital, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment mal fait, même si je sais qu'ils font de leur mieux parce que les hôpitaux débordent, parce que ils ont pas les moyens de faire comme ils veulent. Enfin c'est le service public, je suis prof et je comprends tout à fait que les hôpitaux c'est pareil, voire pire sur certains aspects. Donc voilà, je veux pas non plus avoir l'air de me plaindre, c'est juste que j'ai pas du tout aimé ce suivi là. Aussi parce que j'avais l'habitude des suivis individuels avec la sage-femme que je trouvais très confortable, et parce que comme j'ai déjà compris un certain nombre de choses, j'ai pas besoin qu'on me répète 10 fois les mêmes trucs. Là, le premier rendez-vous à l'hôpital, c'était un rendez-vous de groupe. On était 5 femmes atteinte de diabète gestationnel, à peu près au même stade de grossesse. On a eu un rendez-vous avec plusieurs intervenants. Le premier intervenant, c'était la médecin qui est venue pour nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'était le diabète gestationnel, quels étaient les risques pour maman, pour bébé, c'est ce que je vous ai décrit juste avant. Ensuite, deuxième intervenante, on a eu une infirmière qui est venue nous faire une démonstration avec les machines à insuline, pas à insuline pardon, les machines à glycémie, pour pouvoir prendre nos glycémies. Moi ça faisait déjà 3 semaines que je me piquais régulièrement, donc tout ça c'était des choses que je savais déjà, mais tout le monde n'avait pas encore sa machine, donc c'était une découverte pour beaucoup de personnes. Une fois que ça s'est fait, on a eu le droit à une nutritionniste qui est venue nous expliquer comment manger pour gérer notre diabète gestationnel. En gros, on nous a expliqué de manger correctement, de faire attention au sucre, aux produits transformés, au pain blanc, à tout ce qui est pâte blanche, riz blanc,
tous les glucides qui sont pas complexes. On nous a dit d'avoir une vigilance particulière au niveau des fruits parce que certains fruits sont particulièrement sucrés, et on nous a appris à combiner des assiettes de manière équilibrée. Encore une fois, des choses que je faisais déjà, que je savais déjà. L'alimentation qui nous décrivait qu'on devait avoir, c'était une alimentation que j'avais déjà, et ça n'a pas empêché d'avoir le diabète gestationnel. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas de la faute de la femme qui a le diabète si elle a ce diabète là. C'est vraiment quelque chose d'hormonal qui se passe, on peut rien faire contre ça, et ça peut être très bien pris en charge, très bien traité et sans conséquences néfastes ni pour bébé ni pour maman, si ce n'est la pénibilité de devoir contrôler tout ça, mais la plupart du temps ça se passe très bien. Donc moi j'avais déjà une super alimentation, j'ai pas changé grand chose, je me suis mis au petit déjeuner exclusivement salé, avant j'avais du sucré, du salé. C'est le seul truc que j'ai vraiment dû changer, faire attention à manger plutôt des pâtes complètes que des pâtes blanches, et encore j'en mangeais déjà avant. Donc finalement j'ai changé très peu de choses, mais voilà, c'est quand même une bonne éducation à avoir, le cours que la nutritionniste nous a fait, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de comment s'alimenter de manière équilibrée. Ensuite, quatrième et dernier intervenant, on a eu un enseignant en pratique sportive qui est venu nous expliquer l'importance de pratiquer une activité physique d'endurance, de renforcement musculaire, des choses sur la durée, de cardio ou quoi, pendant la grossesse. C'est pas toujours évident, c'est au cas par cas, parce que pour certaines femmes c'est absolument contre-indiqué, pour d'autres c'est beaucoup trop difficile. Il nous a aussi précisé quelles étaient les activités physiques à absolument éviter parce que risque de choc, de chute. On a eu en gros des indications sur quoi faire dans notre quotidien pour maintenir notre santé physique du mieux qu'on peut. Après ça, comme moi j'avais déjà été prise en charge avec cette machine pour prendre la glycémie, j'ai eu un rendez-vous individuel avec la médecin qui a regardé mes glycémies, qui a estimé à quel point elles étaient bonnes ou pas bonnes, et pour le moment je n'ai pas besoin d'insuline. Si ça dépasse un certain taux ou un certain nombre de mauvaises valeurs par semaine, ils préconisent de l'insuline à certains moments de la journée, un moment ou plusieurs moments, ça dépend des cas. C'est vraiment du cas par cas, il n'y a que le médecin qui peut déterminer ça, mais dans mon cas, pour l'instant en tout cas, là je suis en fin de grossesse, je n'en ai pas eu besoin. Après ça, une semaine plus tard, j'ai eu un nouveau rendez-vous avec la même médecin au même endroit pour revérifier mes glycémies une semaine après et confirmer le fait que ok, je n'ai vraiment pas besoin d'insuline pour l'instant, et comme je me gère plutôt bien au niveau santé, on a mis en place un suivi à distance. Ce suivi à distance il se fait via l'application MyDiaby. Donc c'est le petit boîtier qui sert à prendre la glycémie qui est connecté sur une application qui est sur votre téléphone, et donc à chaque fois que vous vous piquez, la donnée est envoyée sur l'application et la médecin elle a accès à nos données quotidiennement, elle peut vérifier quand elle veut, et une fois par semaine, en général c'est le mardi, je reçois un petit message sur l'application qui dit ok on continue, ou bien attention, faites attention à ci ou à ça, à tel moment de la journée soyez plus vigilante, ou bien voilà, ce genre de choses là. Ça évite d'avoir des rendez-vous supplémentaires, de devoir se déplacer, d'encombrer le service et tout. Elle peut le faire un peu quand elle veut, au moment où elle a un temps simplement pour vérifier les dossiers de chaque patiente. Quand les patients sont autonomes, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde je trouve de passer via cette application. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être suivies par MyDiaby parce que pas assez autonome, parce que pas assez rigoureux, parce que juste des fois c'est difficile avec la technologie pour certaines personnes aussi, ou bien au contraire c'est pas forcément difficile mais il n'y a pas un accès facile à la technologie. Bref, autant de cas, autant de situations possibles différentes. Il y a aussi des médecins éventuellement qui ne travaillent pas avec MyDiaby et donc qui vont pas proposer ce suivi là et qui vont vous demander d'écrire vous-même les valeurs dans votre petit carnet au fur et à mesure des jours. Voilà pour mon cas personnel. Pour l'instant du coup je n'ai pas besoin d'insuline, peut-être que ça sera le cas parce que en fin de grossesse ça peut être de plus en plus déréglé et de plus en plus difficile à gérer malgré une bonne alimentation. Donc ça c'est à voir, vraiment un petit suivi chaque semaine, comme je vous l'ai dit, il y a une vérification. Et point suivant, comment ça se passe après? Alors moi ce qu'on m'a expliqué, dans mon cas personnel encore une fois, c'est que le jour de l'accouchement, une fois que bébé est sorti, j'arrête tout.
C'est-à-dire je mange normalement, toujours équilibré bien sûr, mais j'arrête de me faire les piqûres quotidiennes. Il n'y a plus de suivi avec ma diabète, il n'y a plus de questions à se poser sur tout ce qui est glycémie. Par contre, 3 mois après l'accouchement, je dois retourner au laboratoire et refaire le test du sucre que je vous ai expliqué au début, le flacon à boire et 3 prises de sang en tout le matin. Si ce test-là ressort à nouveau positif, éventuellement ça voudrait dire qu'il y a un reste de diabète dû au diabète gestationnel et donc une prise en charge nécessaire d'un point de vue diabétologie, tout simplement, même hors grossesse. Des tests supplémentaires à faire, ce genre de choses. Si le test apparaît négatif, donc les données sont bonnes et dans la norme, dans ce cas-là, il n'y a plus de diabète gestationnel, il n'y a pas de diabète tout court et je peux continuer ma vie comme si de rien n'était. Bien sûr, s'il devait y avoir une deuxième grossesse, je serais surveillée beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus rapprochée en ce qui concerne la glycémie, puisqu'il y a un risque accru de récidive en cas de prochaine grossesse. Donc je sais forcément que s'il y a un deuxième enfant, je serai surveillée de près. Ça fait partie du package et c'est pas grave. Voilà pour tout le côté diabète gestationnel. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez pu un peu plus en apprendre sur tout ça si vous êtes touché par ce sujet-là ou peut-être une de vos proches qui peut être touchée par ça et vous savez pas trop ce que c'est ni quels sont les risques et tout. Il n'y a pas lieu de paniquer. C'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui est assez anodin entre gros guillemets dans une grossesse, dans le sens il y a pas mal de femmes qui peuvent être touchées par ça. Les risques sont là certes, mais si c'est pris en charge et pris au sérieux, tout va bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter et encore une fois que l'accouchement sera passé, la plupart du temps ça disparaît. Donc il y a encore une fois pas de quoi s'inquiéter. J'espère que cette vidéo aura été plus rassurante que stressante, que ça aura pu vous donner des idées, vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est et comment le gérer. Et moi je vous dis à bientôt.